Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la liberté. Et c'est trop marrant parce que vous avez remarqué ce qui est arrivé, c'est que on était là pas mal au début en se demandant, ouais, est-ce qu'on va faire le topo avant ou le topo après, machin. Et puis je sais pas si vous avez étudié, parce que moi je surveillais le truc déjà. Je sais pas si vous avez étudié sur quel genre de critères est-ce qu'on a fait le choix qu'on allait faire le topo maintenant. Puis on en a discuté, hein. Bon, il y avait l'estomac comme critère qui est quand même un gros critère de l'humanité. Puis il y avait plein d'autres critères, un peu humains, un peu rationnels, un peu machin. Mais en fait, on a fait un choix, mais comment alors? Et déjà, est-ce que vous n'avez pas l'impression, est-ce qu'on était libre de ce choix ou c'est plein de trucs extérieurs qui nous ont poussés, franchement? Vous êtes sûr? C'est hyper angoissant comme thème, ça, franchement. Aïe, aïe, aïe. Donc, tout ça pour dire que, attention, le thème de la liberté, à la fois c'est un thème, mais vraiment ultra moderne, et puis dans lequel les chrétiens, ils ont une grande prophétie à vivre, puis en même temps, c'est un thème hyper paradoxal. Moderne, parce que, en fait, je sais pas si vous en rendez compte, mais on est dans une ère assez nouvelle depuis, on va dire, allez, quand est-ce qu'on pourrait dire? Depuis peut-être 1950, c'est l'ère de la liberté. Ça veut dire qu'en fait, la liberté, c'est devenu, on va dire, l'espèce de référentiel de base. C'est-à-dire, si tu veux, la morale de base de l'humanité, c'est tant que vous êtes libre, c'est bon. Mais en fait, ça n'a pas du tout toujours été le cas comme ça. Par exemple, il y avait des moments où on avait des critères moraux qui étaient différents. Et en fait, aujourd'hui, on baigne un peu là-dedans. C'est toujours difficile de qualifier son époque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire de l'histoire, tout ça. Vous savez que c'est toujours un peu la même chose. C'est genre la grenouille qui plonge dans l'étang et qui rencontre la carpe. Puis donc la grenouille, elle dit elle est bonne. Tu vois, parce qu'elle croise sa voisine, quoi. Alors, la carpe, elle dit quoi? Ah l'eau. Et puis la carpe, elle sait pas ce que c'est l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle est dedans. Vous voyez. Puis nous aussi, c'est pareil, notre époque. En fait, si tu fais un pas de côté un peu, ou bien tu vas voir d'autres civilisations, je sais pas, tu vas en Chine, je sais pas ce que tu fais, des trucs un peu lointains, ou bien tu étudies l'histoire, tout ça, tu as une espèce de recul sur notre civilisation, puis qui permet justement de qualifier. C'est pas que ce soit mal ou bien directement, mais c'est juste pour un peu sentir, quoi. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une ère de grande liberté, c'est-à-dire, et tout est basé au fond sur la liberté. Bon. Et par contre, vous avez remarqué un truc, le paradoxe c'est ça, c'est que on fait que parler de ma liberté, de revendiquer sa liberté, d'exalter la liberté de chacun à votre désir avant tout, hein, à votre convenance. Hein. Vous êtes totalement libre de choisir, puis tu sais, tu peux toujours reculer, c'est sans engagement, ça veut dire qu'en fait, tu restes libre, voilà. Tu peux choisir ton métier par exemple, parce que c'est assez nouveau, si jamais, juste pour vous dire, hein. Dans l'histoire de l'humanité, en fait, ça existe que depuis, un petit 100 ans, quoi, voilà, bon. Tu peux choisir ton conjoint, c'est aussi assez nouveau. Je crois rêver, hein, franchement, on croit rêver quand on entend ça. Et à part ça, moi, j'entends des Indiens, des amis qui racontent, par exemple des prêtres indiens, des fois, ils racontent comment c'est arrivé le mariage. Ou bien moi, j'ai connu un Sri Lankais, c'est sa famille, lui, il était en Suisse, sa famille organise son mariage au Sri Lanka. Mais il était OK, hein, il a reçu les photos de la fille. Bon, ils ont fait comme ça, tout ça. Puis en fait, finalement, c'est très bien passé. Ils ont 3 enfants. Tu crois rêver en entendant un truc pareil, tu vois. Nous, tu vois, Maëva, tu vois. C'est ouf, quoi. C'est ouf. Mais en fait, c'est assez nouveau. Alors, tu peux choisir ta façon de vivre, tu peux choisir ta nourriture, tu peux choisir ton lieu d'habitation, tu peux choisir ta religion, tu peux même choisir tes médocs, ou bien même, tu peux choisir la couleur de ton rouge à lèvres. Au milligramme près, parce que j'ai vu dernièrement qu'il y avait une boîte française, c'est trop marrant. Donc par exemple, tu vas porter, attends, il faut que je trouve une bonne couleur. Voilà, pardon, excuse-moi. Hein. En gros, tu peux scanner la couleur de ta robe, parce que tu sais que dans 3 jours, tu vas mettre cette robe. Tu envoies à la boîte, salut, bienvenue. Et puis en gros, tu envoies ton scan à cette boîte, et tu reçois 3 jours après, vraiment garanti, au microgramme près, le rouge à lèvres de la couleur de la robe. C'est dingue, non? Vraiment, ma liberté avant tout, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Et en même temps, donc tu as ça, la période de la liberté absolue, et en même temps, en fait, dans la réflexion scientifique surtout, il y en a beaucoup qui tendent à montrer plutôt que la part réelle de liberté, elle est infime dans chaque décision de l'homme. C'est justement, j'essaie de vous foutre le doute au début avec cette histoire de choix, est-ce qu'on fait l'enseignement avant, l'enseignement après, etc. Mais, c'est scientifique, mais il n'y a pas que les scientifiques, il y en a d'autres, les psychologues, tout ça. Ils disent que notre nature et notre culture nous conditionnent et puis réduisent notre liberté de manière sauvage et agressante, quoi. Donc en gros, nature, pour eux, ces gens-là, c'est un peu la génétique.
Culture, ça englobe tout ce qui est un peu ton histoire, ton milieu, ta famille, tes blessures et tout autre vécu. Voilà, alors, tu vois, c'est ça la question. Est-ce que tout est programmé ou bien est-ce qu'on est vraiment libre? Franchement, bonsoir, bienvenue. Alors, donc je vous propose ceci. On va faire en trois volets. Et si franchement vous vous endormez, n'hésitez pas à ronfler fort. Comme ça, je sais que je peux vraiment raccourcir. Enfin, voilà quoi. Ou tu veux passer là ou ça joue? Ouais. Bon, je parle assez fort comme ça, tout le monde entend quoi. Donc, première approche, on va faire une approche existentielle. On va se dire, purée, mais qu'est-ce qui arrive dans nos vies, comme on vient un peu de faire. Après ça, deuxième truc, ce sera approche philosophique. Après, troisième truc, approche théologique. Vous allez voir, c'est encore autre chose. Donc, je commence par l'existentiel, c'est-à-dire comment nous, on le ressent dans nos vies, comment on le vit. Alors, en disant, je suis libre. Ok, on commence par dire ça. Je décide de ma vie. Par exemple, j'aurais pu aller au bar au lieu d'aller à la soirée l'appel de sa voix, ou bien je peux me marier, ou bien devenir religieux, ou bien je peux me coucher à 23h35. Tu peux décider quoi. Mais on pourrait aussi dire, je suis libre comme la limace. Ça, c'est mon référentiel si jamais. Donc, il y a Eucharistie, on a notamment des magnifiques potagers, tout à fait, qui font beaucoup méditer, franchement. Je suis libre comme la limace. Vous lâchez une limace en totale liberté dans le potager. Cette automatique, où va-t-elle? Ouais, voilà, vers la salade. Bon, c'est ça le truc. Mais pourtant, elle était libre, hein. Non, mais vous voyez, nous aussi, quoi, tu vois. Par exemple, t'as un truc de chips ouvert sur la table. Tu peux aller n'importe où. C'est trop bizarre, hein, franchement. Mais en plus, tu vois, il faut y réfléchir. En plus, t'es pas entièrement libre. Par exemple, on a une famille. Tu vois, moi, je peux pas changer de famille demain. Ou bien j'ai des blessures, j'ai des réactions conditionnées. Puis tu vois, je peux pas changer d'un claquement de doigts comme ça. Ou bien j'ai des envies pulsionnelles qui reviennent tout le temps que j'arrive pas à maîtriser. Bah, je suis pas entièrement libre. Et on pourrait rajouter encore ceci. Le bien objectif, bah, ça existe. C'est-à-dire qu'en gros, ça te contraint un peu. Par exemple, t'as pas le droit d'être pédophile. Non, mais je prends un exemple terrible. Ou bien t'as pas le droit d'être Hitler. Tu peux pas être Hitler. C'est-à-dire que t'es pas entièrement libre. Vous voyez? T'es un peu là dans la question. Ou alors, je prends un peu une réflexion plus gore, quoi. C'est sur les addictions, ok? Donc, bien sûr, moi, par exemple, perso, bah, j'ai pas d'addiction, quoi. Je fume pas, bien sûr, je prends pas de la coke ou je sais pas quoi. Et puis, je suis raisonnable dans toute espèce de consommation, sauf les croissants à la pause de Eucharistie. Bon, mais passons. Mais quand même, on pourrait dire, bah, quelque part, peut-être aussi, je suis un peu un accro. Bon, je dis moi, mais après, vous transposez, hein, mais c'est juste pour dire. Tu vois, par exemple, si on retire un peu de confort, même un peu, quoi, bah, des fois, tu vois, on est un peu dérangé, même à la rigueur, on déprime un peu. Par exemple, nous, dans notre maison, on a un seuil de tolérance de, je sais plus, on a dit qu'on mettait à 18 degrés de chauffage, mais dès qu'il fait 16, t'en as 2-3, ils sont de mauvaise humeur, machin, et puis, en fait, bah voilà, t'es accro à ton confort, ou quoi. Tu vois, c'est pas assez simple, cette question de la liberté. Ou bien, par exemple, si moi, on me retire toutes mes perspectives de vie et toutes mes facultés, pareil, en plus grave, bah, je serai là. Et ma performance, et moi, ça m'est arrivé justement, c'est pour ça qu'en fait, je vous dis ces réflexions, parce que moi, j'ai passé 2 ans dans une chaise, et puis en fait, là, je peux te dire, ça te fait réfléchir sur ta vie. Si je suis plus mes performances, qui suis-je? Bah, c'est-à-dire que tu es accro à tes performances, tu vois. Bon. Ou alors, par exemple, il y a mes exemples, hein, là, j'en ai mis plein, mais ah bah vas-y, je sors un peu d'autres trucs. Par exemple, si en société, je suis plus au centre de tout, et des fois, je me sens mal, parce que je suis accro un peu au regard des autres, hein. Par exemple, des trucs comme ça, c'est simplement toutes des petites addictions, des petites questions de liberté dans nos vies, hein. Ou bien, par exemple, dans le thème de l'amour. Tu vois, quand un garçon et une fille vivent une relation, bah, tu vois, est-ce qu'ils sont ensemble par un vrai amour, ou bien poussés l'un et l'autre par un besoin quelconque qui peut, par exemple, être psychologique, par exemple la peur d'être seul ou je sais pas quoi, ou besoin immodéré d'affection ou je sais pas quoi, ou bien physique, les besoins sensuels. Alors, et c'est un peu toujours le truc. Des fois, vous savez, quand c'est un peu les ados, tout ça, quand la relation se termine, bah, tu vois, en fait, un amour qui est pas gratuit, ça compte pas. Donc souvent, des fois, ça pète un peu. Bon, voilà, tout ça. Bah, des fois, il y a l'autre, il se jette tout de suite dans les bras du premier venu. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'au fond, c'était pas la personne que j'aimais, c'est plus que j'ai un peu la dépendance affective, quoi, qui m'habite. Puis du coup, c'est aussi une sorte d'esclavage. Bon. Ou bien, par exemple, il y a d'autres addictions, entre guillemets. Ou bien d'autres chaînes possibles. Par exemple, c'est des visions de la vie qui t'enchaînent ou bien qui t'empêchent d'avoir une sorte de maturité dans la vie. Par exemple, quand une personne qui est complotiste, mais méga, en fait, elle transpose sur toute chose de la vie un complot. Ça veut dire qu'en fait, en gros,
tu es toujours prisonnier un peu de cette vision, tu peux pas être ouvert à l'universel, un truc comme ça. Ou bien, par exemple, des fois, tu as une fausse conception de Dieu, c'est une prison, c'est pas un truc moral que je vous dis, c'est juste des trucs qui nous habitent, pardon. Et tout ça pour dire qu'on peut être enchaîné à des trucs comme ça qui partent pas, que des fois des gens nous montrent rationnellement, mais non, mais tu vois, Dieu, il est pas comme ça, regarde, il habille, machin. Non, le gars, il est sûr que Dieu le juge tout le temps, machin, c'est un peu un truc enchaîné. Bon, alors peu importe. Non, mais ça, je passe un peu l'exemple, laissons tomber. Surtout qu'on n'a pas ouvert les chips, donc il faut pas aller trop vite. Mais je sais pas, je veux pas remettre une couche sur les écrans, mais c'est juste dingue, quoi. Vous savez, la moyenne mondiale d'écran, de temps d'écran par jour, la moyenne mondiale, ici on est en Europe, ok, il y en a 6h30 à 7h par jour. J'aurais dit plus, moi. Ouais, en fait, c'est pas si c'était européen, peut-être que ça. Mais je sais pas, en tout cas, je trouve ça complètement dingue. Américain, c'est 15. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, il se filme en train de dormir. Récemment, j'ai vu un sondage en France. Il y a eu des personnes, les tranches d'âge, pour savoir le pourcentage de personnes qui regardent leur téléphone dès leur réveil. Ouais. Pour les 25-30 ans, c'est 93% des personnes. C'est impressionnant, mais tout ça pour dire. Je sais pas, moi je dis, on imagine pendant une semaine, chacun d'entre nous, mais moi y compris, puis ce serait peut-être moi qui ferais moins le malin, on remplace tout le temps d'écran par de la prière, ou par de l'adoration eucharistique. Non mais bien sûr, je plaisante, bien sûr. Mais tu vois, juste d'imaginer les trucs, non mais moi déjà c'est ouf, passons, tout ça pour dire après, c'est juste pour faire des jeux d'imagination, parce que bien sûr on a besoin des écrans, etc. Bon. Je sais pas, là, on a un petit peu tourné en rond dans cette approche expérimentale. C'est juste pour faire sentir qu'en fait, on est dans une question qui est de loin pas si simple en fait. Puis vous allez voir, là, moi je vous propose des points de réflexion, des points de méditation, mais on n'aura pas, tu vois, la recette Ikea à la fin, ok? Donc, si ça vous va jusque-là, on va passer à l'approche philosophique, ok? Ok? Alors, donc maintenant, on est dans le concept philosophique de liberté. Donc vous imaginez bien que les philosophes s'en sont donnés à la fois à cœur joie, mais qu'en même temps ils se sont bien cassés les dents, puisque du coup tu trouves des philosophes qui sont complètement, on va dire, pour qui la liberté n'existe pas. Très étonnant, par exemple tu prends Spinoza ou comme ça, ces grands esprits finalement sont arrivés à la conclusion que nous ne sommes pas du tout libres, du tout. Bon. Et d'autres, alors on est totalement libre, et il y a plein de versions de la liberté en fait. Donc la version, on va dire, grosso modo, on pourrait dire, mais vraiment grosso modo, parce que là, tu vas faire un raccourci sur des siècles d'histoire de la philosophie, c'est absolument terrible, mais grosso modo, les thématisations de la liberté dans la philosophie, elles ont plus ou moins deux approches qui sont extrêmement différentes. Et j'ai nommé la liberté d'indifférence et la liberté de qualité. Donc, je commence par la liberté d'indifférence. Ça, c'est la conception la plus commune et c'est celle qui tombe immédiatement sur le sens. Si tu vas faire un trottoir, là, tu demandes aux gens, c'est quoi pour vous la liberté? C'est faire ce que je veux, quoi, parce que c'est un peu ça qui tombe sur l'idée, c'est de faire ce que je veux. C'est le pouvoir simple et indéfini de choisir entre des contraires absolument indéfinis. La volonté se trouve absolument indifférente, c'est pour ça qu'on appelle ça la liberté d'indifférence, devant deux objets opposés, rien ne me pousse ni à gauche ni à droite. Et ici, ce que je veux dire, c'est que cette liberté, elle est vue comme un donné absolu et préexistant dans ma vie. Sinon, il y a quelque chose qui me bride avant la liberté. Et je ne suis pas totalement libre. Ça, c'est ce qu'on appelle la liberté d'indifférence, ok ? Mais bien sûr, c'est une conception qui n'est pas sans poser des problèmes, souvent très pratiques. Par exemple, tu vois, si je prends un truc débile, par exemple, là, non mais disons, voilà, il y a une pomme et une poire. Et puis moi, j'ai les dents un peu fragiles. Et puis en plus, j'aime particulièrement ce qui est sucré. Donc, il y a deux raisons qui me font pencher en faveur de la poire. Donc, tu vois, concrètement, en soi, tu n'atteins jamais vraiment la pure liberté, la pure indifférence. Par exemple, vous allez voir, entre les paquets de chips, là, on va tous faire un peu comme ça. Ça, c'est des quoi? Ça, c'est aux chèvres. Ah ouais, tu vois, un peu comme ça. En fait, c'est des penseurs qui ont pensé la liberté d'indifférence dans leur bureau. En fait, dans la vie concrète, c'est assez difficile à mettre en pratique. Bon, comme je disais aussi avant, tu as de liberté absolue. En fait, tu n'en as pas au sens pratique absolu. C'est comme je disais, tu peux pas être Hitler. Donc, en fait, tu n'as jamais totalement le choix d'élire ce que tu veux, de choisir ce que tu veux. Donc, c'est ça le problème.
Ensuite, autre problème, c'est que les autres existent. Par exemple, ceux qui sont en couple, tout ça. Je vais pas vous expliquer que ma foi, tu peux pas, on va dire, dans ta maison, faire par exemple ce que Gaston Lagaffe il fait par expérience. Vous connaissez un peu Gaston Lagaffe ou bien c'est plus du tout votre référentiel? Non, parce que des fois, moi, franchement, je suis un vieux schnock de 44 ans, puis purée, je dis des références. Tu sais, il y a tout le monde qui me regarde avec des yeux de poisson frit là. Purée, j'ai fait la fête la nuit passée. Non, bon. Gaston Lagaffe, vous connaissez? Bon, par exemple, il y a un moment, mais c'est trop fort. Tu sais, c'est juste qu'il a eu l'idée qu'il aimerait essayer de faire des toasts sur le radiateur de la rédaction où il travaille. Tu vois, il va voir s'il arrive à pousser assez le radiateur pour faire des toasts. Puis bien sûr, il y a tout le monde qui cuit. Surtout aujourd'hui, c'est rigolo parce qu'on est tous à cuire. Donc, en fait, c'est trop bien de faire l'expérience dans ta liberté d'indifférence totale et de faire ce que tu veux. Mais sauf que tu as tout le monde qui veut le fracasser, quoi, en gros, quoi. Bon, ou bien, par exemple, il veut, on va dire, tester le marteau-piqueur de sa tante Hortense sur le carrelage dans la rédaction. Comme ça, puis t'as tout le monde qui essaye de se concentrer. Bon, voilà, en fait, le truc, c'est que voilà, on n'est pas totalement libre parce que les autres existent. D'ailleurs, moi, je me demande si le concepteur de Gaston Lagaffe, il s'appelle Franquin, hein, si c'était pas un peu, tu vois, un peu son exutoire de liberté de raconter toujours ce personnage explosif parce qu'il était toujours un peu bridé, je sais pas trop. Bon, passons. Tout ça pour dire. Et maintenant, un problème encore pire par rapport à cette fameuse liberté d'indifférence, c'est ceci. C'est supposons que vous ayez tout pour vivre la liberté d'indifférence. Beaucoup d'argent, ou bien une personne entièrement soumise à votre volonté. Tu peux penser par exemple à l'époque des esclaves, hein, c'était ça. Puis par exemple, tu prends quelqu'un comme Charles de Foucault, Saint Charles de Foucault, c'est un peu cette expérience qu'il a faite. C'est pour ça que j'en parle. Ben, peu à peu, si tu as toutes ces possibilités, tu vas faire l'expérience intérieure suivante. Même si extérieurement, tu parais entièrement libre de te déployer comme tu veux, intérieurement, tu sens que tu es toujours piloté par un certain schéma de vie et que tu n'es jamais libre de ton schéma de vie. Et par exemple, on va dire, le schéma de vie le plus simple et le plus répandu, c'est simplement le kiff, bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, la recherche de plaisir. Ou alors, tu vas carrément te laisser guider, c'est-à-dire que tu n'es pas libre, puisqu'il y a quelque chose qui te guide, par tes pulsions qui vont devenir à la rigueur addictives, tout ça. Sexualité débridée jusqu'à l'ennui, hein, c'est ce qui se voit aujourd'hui beaucoup, ou bien la recherche des honneurs jusqu'à la parano, parce que vous savez que plus tu recherches les honneurs, plus à la fin tu regardes bien si est-ce que tout le monde me kiffe, tout ça. Voilà, en fait finalement tu deviens complètement prisonnier de ça, quoi. Ou bien recherche de sensations toujours plus grandes, les jeux vidéo, j'en sais rien trop. Ou alors par exemple un autre truc qui est plus finaux, c'est la tyrannie sur chaque détail de ta vie. C'est-à-dire que quand tu as le choix toujours de tout. Et puis vraiment des fois, moi je connais vraiment des gens hyper riches justement qui ont un peu ce genre de trucs et ils sont hyper angoissés. Mais tu crois, mais tout est là, non mais nous on n'a rien. Voilà, on vit, on fait comme on peut, quoi. Et puis eux, ils sont hyper angoissés, puis vraiment au restaurant ils sont là. Mais je crois que je vais changer, excusez-moi, ce serait possible de juste changer la sauce du machin, du truc, parce qu'ils sont toujours... être sûr qu'ils feront le max de kiff, tu vois, ils sont sûrs d'être rentables dans leur choix. Puis en fait, à la fin, ils sont complètement, on va dire, pris par leur angoisse. Donc, tu vois, pratiquement une fois encore, cette histoire d'indifférence, c'est difficile. Dans le bureau, ça marche, mais dans la réalité, ça marche pas. Bon, on sent que du coup, malgré une liberté intérieure absolue, tu restes à l'intérieur un peu, on va dire, bridé, inhibé. Puis finalement, cet horizon du moi-je, ça reste trop court, ça rassasie jamais son homme. Il reste toujours une voix en toi qui te dit, mais ouais, j'ai tout, mais je sais pas, je cherche plus. J'ai tout, mais je cherche plus. Bon, du coup, il y a un truc. Bon, maintenant, je passe à la deuxième conception de la liberté. Et c'est celle qu'on appelle la liberté de qualité. Alors là, c'est vraiment un tout autre angle. Et je commence en vous disant, on va dire deux analogies. Par exemple, le piano. Si par exemple, on a un piano dans cette pièce, puis qui était ouvert, t'es sûr que quand on est 20, je sais pas comment on est, parce qu'on ne compte pas, hein. Pardon. Donc, si le piano était ouvert, t'aurais bien 2-3 qui seraient arrivés puis qui auraient touché sur les touches, quoi. Qui auraient un peu regardé comment ils sonnent, machin. Bon. Alors là, tac, le gars s'avance et il dit, je vais faire usage de ma liberté d'indifférence. Il commence à taper sur les touches selon son envie, dans le désordre, absolument comme lui suggère son impulsion du moment. Résultat, c'est moche, tout à fait. C'est moche, voilà, tout à fait, exactement. Ok, alors il y a un deuxième gars qui s'avance. Et il dit, je vais maintenant pratiquer la liberté de qualité. Ok. Alors le gars, il s'assied, il fait des gammes pendant 10 ans.
Ensuite, pendant les 10 années suivantes, il répète le même morceau de Rachmaninoff, par exemple. Et tout d'un coup, surprise, il commence à pouvoir l'interpréter, quoi, le vivre. Et il paraît plus, tu sais, engoncé dans « Ah purée, là j'ai raté, là, tu sais ». Il paraît plus, on va dire, écrasé par la complexité de la partition, par toutes les nuances. Rachmaninoff, apparemment, il paraît que c'est vraiment parano, le gars, quoi. Eh ben, il les a tellement intégrés à l'intérieur de lui qu'il s'assied au panier. Le morceau de Rachmaninoff sort de son corps, comme si ça lui était co-naturel, tu vois. Il y a une liberté dans ses gestes, tu vois, on sent qu'il le respire, vous voyez un peu le truc, ce genre de choses. Ou alors par exemple, tu vois, la danseuse qui entraîne un mouvement, et puis tu sais, tu vois, la différence entre une danseuse qui danse et la différence avec une danseuse qui est la danse, je sais pas comment dire le truc, mais tu sais, quand tu t'entraînes, tu vois, t'as un côté encore un peu engoncé, lourd, tout ça, et puis un peu, on va dire, téléphoné ou convenu. Et puis lorsqu'elle le danse, tu vois, c'est son corps qui habite l'espace. Elle le vit complètement. Voilà, qui le vit complètement. Et tu vois, on sent qu'elle est libre, puis ça touche. Oh, mais c'est beau ce truc, c'est incroyable. Et vous voyez, c'est un peu cette idée-là, en fait, pour la liberté de qualité. C'est en gros ça, mais appliqué sur la vie. Sur la vie. Donc au début, bah, on tâtonne, on fait plein d'erreurs dans notre vie, des fois... Il faut que tu fasses 10 fois la même erreur pour comprendre qu'il faut aller un peu par là, puis après tout d'un coup tu vas un peu plus par là, puis pouf, tu te reprends un peu le mieux dans l'autre sens, puis après ça fait un joli zigzag, puis peu à peu, tu sens que ça commence à avancer à peu près droit. Moi je me souviens que la première fois que j'ai conduit un Massin, ben, ça zigzaguait, mais on est vraiment débile, on est comme ça quoi. On tâtonne, et donc au fil des jours, on tente d'accomplir ce qui est bien quoi. Et au fil des jours, la qualité de notre vie s'affine, elle devient un peu, on va dire, sagesse, ou bien même avec la grâce de Dieu, elle devient sainteté. On commence peu à peu à accomplir le bien avec aisance, avec sûreté, puis surtout avec joie. Tu vois, le bien, il devient connaturel à notre existence, qui est plus assiégé sans arrêt par des sollicitations intérieures de type égoïste. À la fin, tu fais le bien librement, tu es libre. Voilà. Et donc, en gros, l'idée dans cette conception de la liberté, vous avez déjà compris de quel côté j'étais, hein, c'est jamais bon. En fait, c'est pas uniquement un donné, on va dire, prédéfini de notre vie, mais c'est aussi une potentialité. C'est-à-dire que c'est l'idée de la liberté à conquérir. En fait, ça se définit, là je dis la définition, comme le pouvoir d'agir avec qualité et perfection quand on le veut, sans obstacle aucun, ni intérieur, ni extérieur. Donc, là, tu n'es plus dans une vie où tu es devant plein de choix, sans aucune unité de vie, où en fait tu te disperses, mais en même temps tu peux jamais t'engager, parce que si tu t'es engagé, en fait, tu es retenu par ton choix qui t'a fait, mais tu es plutôt devant une vie qui tend vers une unification et un enracinement dans le bien. C'est-à-dire que ici, la loi n'est plus, je ne parle pas de la loi civile, je parle de la loi en général, les lois morales, la convenance, bonjour, comment vas-tu, enfin des trucs comme ça, toute loi quoi. La loi, c'est plus vu comme une entrave à la liberté, mais plutôt, on va dire, une pédagogie provisoire en vue de l'intériorisation progressive des normes du bien. Puis c'est un peu comme ça qu'on va dire progresse un être humain. Au début, tu as l'enfance, alors tu sais, l'enfant, tu lui apprends les règles, l'apprentissage des règles, les lois de l'agir, machin. Après, tu as l'adolescence, tu as une autonomie progressive, tu as une subtilité qui rentre un peu, une initiative personnelle croissante par goût de la vérité et du bien. Et à la maturité, eh ben, la vertu s'épanouit, elle devient une force fructueuse, elle devient rayonnante, créative. Puis là, on a la capacité de mener à bien des œuvres de longue haleine. C'est-à-dire que des fois, tu es là, tu galères pendant des années, mais tu sais que c'est bien, tu sais ce que c'est, que tu as ça à faire. Puis tu vois, si tu es en mode adolescent, tu te dis, ouais, ben, ça finit par me saouler, mais je me casse. En fait, tu n'es plus un adolescent, tu es capable d'aller jusqu'au bout. Et le jour où ça devient fertile, yes, tu vois, c'est une joie, c'est une danse, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Moi, je me souviens bien, par exemple, de la fois où mon père, il m'a expliqué des trucs, puis moi, je m'intéressais très tôt à la politique, et puis au fait, papa, quand j'étais petit, il m'avait dit, ça c'est un bon, ça c'est un méchant. Sur les politiciens, c'est un peu le truc de base, quand t'es petit, c'est comme ça. Puis un jour, je me souviens, Chirac qui venait d'être élu, et puis j'avais genre, je crois que j'avais 12-13 ans, un truc comme ça. Et puis du coup, j'arrive avec ma question d'enfant, quoi. Papa, Chirac, c'est un bon ou un méchant? Puis il commence à me dire, mais tu sais, il y a une palette dans les couleurs, tu vois. Tout est pas noir, tout est pas blanc. Et puis tu vois, il travaillait justement un peu ses croissances dans, on va dire, un peu une appréhension plus
plus mature de la réalité. Bon, tout ça pour dire que là, j'imagine déjà que vous voyez un peu la différence essentielle qu'il y a dans ces deux conceptions de la liberté. C'est que dans la liberté d'indifférence, l'homme est une pure liberté. Par contre, dans la liberté de qualité, l'homme, il est fait pour le bien d'abord. Vous voyez, c'est un truc qui est quand même chaud, hein. C'est que tu vois, des fois dans notre vie, on veut être libre, tout ça, puis en même temps, on a le désir du bien. Puis à un moment, tu vois, ça va entrer en contradiction, tu vois. Par exemple, dans un psaume, il y a marqué « Seigneur, je m'attache à ta parole ou à ta volonté ». Et tu vois, si tu dis le mot « attaché » aujourd'hui, c'est joli poétiquement, hein, c'est sympa. Mais tu vois, t'es attaché, en fait, t'es pas libre. Et en fait, ça veut dire, un jour, tu as une sorte de choix avant le choix à faire, de dire, à quoi je m'attache, à ma subsistance, tu vois, complètement, on va dire, libertaire, ou alors est-ce que je dis, je vais choisir le bien. Et des fois, en fait, ça va me coûter, quoi. Bon. J'aimerais aussi dire que la liberté d'indifférence, c'est un philosophe français qui l'a thématisé de la façon la plus, on va dire, prégnante. C'est Jean-Paul Sartre. Ça vous dit quelque chose, Jean-Paul Sartre? Ok. Donc au bac, j'imagine, vous avez peut-être vu. Vous savez qu'il avait une grande expression, peut-être ça va vous rappeler votre bac, c'est « l'existence précède l'essence ». Ça vous dit quelque chose, ça? En fait, l'idée de cette phrase, c'est de dire ceci. L'essence, c'est ta nature humaine. Par exemple, moi, je suis Johannes, je suis un homme masculin, je suis grandi dans telle famille, machin, un truc comme ça. Et l'existence, c'est le fait que je suis ici dans mon contexte. Et bien sûr, allons-y concrètement, notre essence précède notre existence, parce que tu vois, t'es donné à toi-même. Puis lui, justement, il retourne le truc en disant non, il ne faut pas qu'on soit bridé par notre condition humaine, il faut que ce soit nous qui créons tout de nous, pour qu'on soit absolument libre. Par exemple, allez, je vous le donne en mille, excusez-moi, ça sort facilement ce genre d'exemple, c'est je ne suis pas un homme masculin, je peux choisir d'être une femme. Vous voyez un peu ce genre de truc. Mais il y a 1000 trucs comme ça, là c'est l'exemple gros et bête, excusez-moi. Hein, ça. Mais lui, en gros, c'est un peu lui qui a dit c'est l'homme qui est créateur du bien. C'est nous qui... Il dit, alors là c'est une citation, « Ce que nous choisissons est toujours le bien, car nous faisons l'homme. » Il écrit ça en 1946. Juste après 1945, après Hitler, tu vois, c'est un peu le problème, c'est que c'est ce qu'on dit un peu de Jean-Paul Sartre, c'est que c'était plutôt un mec assis dans son bureau, puis dès qu'on lui donnait un thème, par exemple le Vietnam, je me souviens qu'il y avait un truc comme ça. Attends, toi tu viens du Vietnam, c'est juste? Ouais. Justement, on lui avait demandé d'écrire un papier sur la situation au Vietnam. Puis lui, au lieu d'y aller, il a fouillé dans tous les livres, puis il était mais sans voir le concret, sentir la température, tout ça. C'est un peu ça son truc, c'est que voilà, en fait, nous faisons l'homme. Quoi que tu choisisses, c'est le bien. Pardon, mais on est tous bien placés pour dire que des fois dans nos vies, on ne choisit pas le bien, quoi. Bon, tout ça pour dire, voilà. Les deux anthropologies sont profondément opposées. Pour la première, la liberté est indéfinie. La deuxième postule dans le cœur de l'homme un appel au bien dans lequel il s'épanouit et il tend à devenir libre. Et je note un autre truc, peut-être ça va vous intéresser. Donc dans la liberté de qualité, la faculté de choisir entre le bien et le mal au jour le jour, comme aujourd'hui vous avez choisi entre le bar et l'appel de Savoie, puis vous voyez la bière aurait été fraîche au bar, mais quand même vous avez choisi l'appel de Savoie. Et ça, on appelle ça le libre arbitre. C'est à distinguer de la liberté qui est vue comme un état. Par exemple, ta liberté, on va dire tu l'as construit peu à peu dans toute ta vie par des actes du libre arbitre, pour faire bref. Mais là, je fais très vite des choses qui sont en fait très profondes. Tout ça pour dire que si dans toute ta vie, tu as choisi le bien, tu as essayé, à la fin, tu vois, ta vie, elle sera bonne. Puis si toute ta vie, tu as fait toujours un peu la même chose, tu as toujours un peu été renfrogné, tu as toujours refusé les autres, à la fin, ça va devenir un geste qui est évident en toi. Ça s'appelle en gros un vice. Une vertu, en nous, c'est comme un pli de l'âme. Et c'est un truc que tu déplies pas facilement. Et pareil dans le mal, un vice, c'est comme un mauvais pli de l'âme. Tu fais toujours ça, en fait, à la fin, ça se déplie pas facilement. Mais à force de repassage, tout ça, tu passes, tu repasses dessus, tac, à la fin, ça peut redevenir... Bon, ça pour bien. Ça va jusque-là? Alors là, on a fini l'approche philosophique. Et après, on pourra en reparler dans le... Je sais pas quand on va manger, quand on aura mangé quelques chips, qu'on sera plus ça même. En plus, surtout qu'on crève de chaud, là, c'est ouf. Bon, tout ça pour dire. Alors maintenant, on va passer à l'approche théologique. Juste en parenthèse, juste la distinction suivante, c'est que, tu vois,
des fois, on distingue difficilement entre philosophie et théologie. C'est vrai que ça se compénètre un peu. Mais l'idée profonde de la philosophie, c'est à partir des forces, de l'expérience et de la raison humaine, en tirer, on va dire, des clés, des connaissances. Et la théologie, elle ajoute à ces connaissances rationnelles, expérientielles, eh bien, le don de la révélation. Ça veut dire que, on va dire, le mouvement dans la théologie, c'est tu crois en Dieu, tu crois en sa présence, tu vis une expérience avec lui, tu crois que Dieu est Trinité, tu crois qu'il a envoyé Jésus, etc., etc., etc. À partir de ça, tu commences à penser la réalité. Par exemple, là, typiquement, le premier truc qu'on va faire, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la liberté vue de Dieu, eh ben, on va lire l'Évangile, parce qu'on a un peu l'acte de foi au début que voilà, l'Évangile vient de Dieu. C'est une révélation, on commence à penser à partir de ça. Ça va, vous comprenez la différence d'options? Les deux sont nécessaires, évidemment, hein. Vous voyez, c'est toujours un peu comme ça dans la vie. La vérité, en fait, on peut la voir par plusieurs biais. Par exemple, typiquement, mon prof de philo, il disait, voilà, tu as une radio qui est sûre, vous savez, je sais pas s'ils font comme ça. Purée, j'ai mes vieilles références là. J'ai tellement peur de parler parce que j'ai des vieilles références. Non, il y a une vitre éclairée, puis tu as une radio dessus, puis le radiologue, il dit, oh là là, j'ai bien réussi cette radio. C'est une radio pour lui. Le médecin, il dit, ouh là là, ça c'est une jolie fracture du tibia. Puis le mari, il dit, mais c'est ma femme. Vous voyez, c'est ça un peu pour dire qu'il y a différentes façons d'approcher. C'est tout vrai, bien sûr, mais en fait, il y a différentes façons d'approcher. Dans la vie, c'est pareil. Là, on a commencé par l'expérience, on a fait un peu de philo, comme ça, on a un peu secoué le truc, et maintenant, on va écouter qu'est-ce que Dieu nous dit. Bon, ok? Alors, je commence en citant l'Évangile, une petite controverse de Jésus avec les pharisiens. Ça se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean. Grosso modo, vers les chapitres 7, 8, tout ça. Alors, Jésus leur dit cette parole mystérieuse. « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez alors la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ok, bon, d'accord, tu reçois ça un peu comme ça. Et, le cas échéant, ce qui rend un peu furieux les pharisiens, c'est le terme « rendra ». Tu vois, la vérité vous rendra libre. Eux, ils disent tu vois, un peu comme nous on dirait, on est libre. Tu vois, nous, peut-être qu'on s'offusquerait de s'entendre dire, t'es pas encore entièrement libre. Bon, c'est vrai qu'il faut être humble pour écouter la suite de ce que dit Jésus. Parce que même si c'est une révélation, même si c'est Dieu qui parle, c'est pas toujours facile à entendre. Des fois, écouter l'évangile, on va dire, de façon un peu notionnelle, de loin, ça va. Mais tu vois, dès qu'il dit sur ta vie, des fois, oups, tu vois. C'est pour ça qu'on rigole toujours un peu sur les pharisiens dans l'évangile, qui étaient un peu vénères sur Jésus. En fait, des fois, dans nos vies, ça nous prend aussi cette histoire. Alors voilà ce qu'il dit. Tout homme qui commet le péché, donc il parle d'eux, il parle des pharisiens, tout homme qui commet le péché est un esclave. L'esclave n'est pas pour toujours dans la maison, le fils y est pour toujours. Si donc le fils vous a franchi, il parle de lui-même, vous serez vraiment libre. Ça veut dire qu'en gros, ce que dit Jésus, pour vivre la liberté telle que Dieu la voit, on doit sortir d'un certain esclavage, du péché, et devenir fils. Mais, en fait, apparemment, ce qu'on comprend de la citation, seul le Fils par excellence, Jésus, le Fils par nature, il peut nous donner cet état de Fils. Donc, je répète, voici les deux moments de l'acquisition de la liberté, selon ce que Dieu en révèle. Premièrement, on va dire, pour dire brièvement, reconnaître le point précis de notre vie, où on est, on va dire, viscéralement éloigné de lui, c'est-à-dire là où je ne suis pas fils, au fond, où on ne veut pas l'être. Et travail finaux, parfois même douloureux. Moi, je vous témoigne que dans ma vie, il y a un moment précis où j'ai un peu vu une sorte de fil rouge de l'orgueil en moi. Et puis vraiment, et c'est pas facile à accepter, mais j'ai bien vu là, tu vois au fond, c'est là au fond où tu veux pas être à Dieu. Et c'est un beau moment, difficile, mais beau quoi. Bon. Et c'est à partir de cela, deuxième pas, que Jésus, il peut nous parler en vérité, qu'il peut nous affranchir, c'est-à-dire nous libérer. En fait, comment Jésus nous parle? Il parle à notre être par toute son existence. Dans toute son existence, dans tout ce qu'il a fait, transparaît la vérité éternelle, l'amour éternel. Voilà. Alors, attention. Comment Jésus nous libère? Attention. Tout simplement en mourant pour nous sur la croix. Ok, si vous ne faites pas tout de suite le lien, ne vous complexez pas trop vite, on va essayer d'avancer. Écoutez, il faut contempler un peu de façon précise. Vous savez qu'on dit toujours dans les chants, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, Jésus nous a libérés par sa croix, machin, des trucs un peu du style. Bon, c'est un peu des raccourcis théologiques qui sont très bien. Puis en fait, des fois, tu es là, mais il me libère. Comment tu peux libérer quelqu'un en mourant sur la croix, machin, mais ça c'est un peu...
Ok, alors déjà, premièrement, il faut s'extraire d'une mentalité techniciste, d'une mentalité Ikea, où tu as une recette qui est impeccable et à la fin, tu es libre. Parce que c'est pas... En fait, la vie, elle est bien plus profonde qu'une recette. Bon, commençons par dire ça. Deuxièmement, on va dire étudier un peu, on va dire cette mort-là, celle de Jésus. Vous savez que la motivation profonde qui guide Jésus, ça c'est le secret de Jésus. Si vous voulez savoir le secret de Jésus, c'est l'obéissance amoureuse au Père. C'est-à-dire que il vit en intimité avec son Père comme ça. Et donc vous savez qu'à Gethsémani, pour ceux qui connaissent l'évangile, certainement vous vous souvenez qu'à Gethsémani, c'est le moment où il a souffert l'angoisse de voir la passion devant lui, de voir qu'il allait être livré aux mains des hommes, puis qu'il allait souffrir, puis aussi souffrir du rejet des hommes, tout ça. Eh bien, il a dit ceci à son Père. Père, si ce calice, en gros, cette souffrance, quoi, si ce calice pouvait passer loin de moi, mais non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. En gros, vous voyez, la liberté de Jésus, elle s'actionne en faveur de son Père, en faveur du Père, du bien que le Père lui donne à vivre. Donc Jésus, il explique aussi ceci sur son attitude profonde. Il y a un autre moment, un peu plus tôt, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, grosso modo, il dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est librement que je la donne. » Ça veut dire que quand il va donner sa vie sur la croix, il connaît déjà sa mort prochaine, il sait déjà ce qui va se passer. Donc, vous voyez, il aurait pu l'éviter. Vous savez qu'il y a un moment dans la passion de Jésus où il y a les soldats qui arrivent pour le choper, et en fait, il dit « Qui cherchez-vous » Jésus, et eux, ils répondent « Jésus de Nazareth ». Et là, vous savez ce qui arrive ?